Le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque de 7h15 avec comme chaque matin autour de la table Alex Taylor pour nous parler d'Europe. Good morning Alex. Oui, benvingut, c'est tout ce que je sais dire en catalan. C'est du catalan. Bienvenue. Donc. Axel de Tarlet qui zoome sur l'écho, Alexandre Cara qui va nous révéler un nouveau secret politique et va nous projeter ce matin vers 2017 et Anne Le Gall qui innove et qui va faire plaisir à Laurent Cabrol ce matin. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, vous revenez, vous avez été intrigué ce matin par l'interview accordée par Christine Lagarde aux Échos, la patronne du FMI qui se montre, et oui, plutôt optimiste sur l'état du monde. Parce qu'on a l'impression que l'économie mondiale est menacée par les soubresauts de l'économie chinoise. En fait, nous explique Christine Lagarde, on assiste à une normalisation salutaire de la Chine qui jusqu'à présent était un pays un peu un pays qui reposait exclusivement sur les exportations avec des ouvriers sous-payés. Eh bien, la Chine est en train de devenir un pays normal, dont l'économie ne repose plus sur les exportations, mais sur la consommation intérieure, avec des habitants normaux qui veulent vivre et consommer comme tout le monde. Donc c'est une transition salutaire, même si évidemment elle est compliquée. Et pour la France, est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste ? Alors, premier bon point pour nos économies, le ralentissement chinois ne pèse pas sur les économies développées. La Chine ralentit, mais nous, on accélère. Et la clé pour profiter de cette accélération, eh bien, c'est d'être capable de réformer ces économies pour capter ce vent de la croissance. Et là, Christine Lagarde donne un bon point à Emmanuel Macron. C'est même un cri du cœur dans cette interview, parce que pour elle, Emmanuel Macron symbolise la réforme. Elle dit « Bienvenue à Macron et vive Macron 2, vive Macron 3 ». Ça veut dire qu'elle attend de nouvelles réformes de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'elle dit la réforme doit être continue. C'est pas on fait une réforme et après on fait autre chose. On doit toujours faire des réformes. Voilà. Donc, d'ailleurs, Christine Lagarde a de très bons sondages, et elle pourrait, par exemple, c'est une idée, revenir en femme providentielle dans la politique française. Non c'est une hypothèse ou pas ça ? Pour l'instant, elle dit non, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Elle dit je ne pense pas refaire de la politique en France. Elle dit vouloir viser un second mandat à la tête du FMI, puisque son mandat s'achève en juillet prochain. C'est sûr que si elle veut un second mandat, elle a intérêt à dire qu'elle s'intéresse qu'à ça, et seulement à ça pour le reste de ses jours. Alex Taylor, on va donc en Catalogne avec vous ce matin, avec les conséquences de ce résultat des élections régionales dans cette région qui se verrait bien indépendante, mais en Europe, ça peut changer des choses. Ah oui, non, les conséquences sont énormes, parce que d'abord, c'est le flou le plus total si une région devient indépendante. La Catalogne, donc, serait exclue d'office de l'Union européenne et de l'euro, mais Bruxelles ne pourra pas longtemps punir l'une des régions, que dis-je, des pays, donc, du coup, les plus riches de l'Espagne et de l'Europe, et qui menacent déjà de ne pas payer sa part de la dette espagnole, par exemple. Non, donc, on parle déjà de médiateur suisse entre Barcelone et Madrid, et avec Bruxelles dans le lot. Déjà deux infos dans ce que vous nous dites. Sortie de l'euro et sortie de l'Union européenne si jamais la Catalogne devient indépendante. Est-ce que ça aiguise des appétits indépendantistes ailleurs ? Vous êtes allé regarder un peu. Oui, non, c'est clair. En Écosse, alors vous vous rappelez le référendum d'il y a un an, c'était le non qu'il a emporté. On était en direct sur place à l'époque. La dirigeante avait dit qu'il n'y aurait pas d'autre référendum. Mais depuis, il y a eu le raz-de-marée des indépendantistes écossais aux législatives britanniques en mai. Et la semaine dernière, elle murmurait qu'un nouveau référendum l'a tenté. Elle doit sentir un vent catalan en poupe à Glasgow ce matin. Puis il y a l'Italie aussi. Puis de plus en plus la Bavière. Oui, la Ligue du Nord depuis longtemps. Mais je lis de plus en plus de papiers dans la presse bavaroise qui se désolidarise de Berlin sur les migrants. Et puis vous avez un scoop pour finir. Là, on n'en avait pas du tout entendu parler. Oui, alors c'est étonnant, mais les Néerlandais aussi vont sans doute avoir un référendum sur l'Union européenne au printemps prochain. Le site web Rijnstijl, que je lis un peu, a annoncé avoir récolté plus des 300 000 signatures nécessaires selon la loi néerlandaise. Donc, a priori, c'est un référendum sur l'élargissement de l'Europe à l'Ukraine. Mais le fondateur de ce référendum annonce que ça va être sur l'Union européenne en général et les Néerlandais. Donc, le mot à mettre dans Google Translator ce matin, c'est casse-tête en néerlandais, en catalan et en bruxellois. Et ce n'est sans doute qu'un début. Alex Taylor. Alexandre Cara, on vient en France pour parler politique. La gauche s'inquiète. Elle s'inquiète pour les régionales et même au-delà pour 2017, avec peut-être une candidature de Cécile Duflot qui pourrait entraîner une élimination de la gauche dès le premier tour, comme en 2002 en fait. Ça, c'est un des scénarios possibles. Et c'était une grosse inquiétude de François Hollande, mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que plus d'inquiétude, c'est fini tout simplement parce que l'analyse a changé. Aujourd'hui, on pense au PS comme à l'Élysée,
que Cécile Duflot ne pourra pas se présenter en 2017. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle laisse pas planer le doute sur son intention de se présenter. Alors comment l'Élysée compte s'y prendre pour la dissuader? Mais pas besoin de la dissuader, Thomas. C'est presque automatique. Comme vous le savez, se lancer dans la course à la présidentielle, ce n'est pas si simple. Il faut notamment 500 signatures. Et pour Cécile Duflot, obtenir ces 500 signatures, ce sera quasiment mission impossible. Vous en souvenez, en 2012, Eva Joly avait pu compter sur près de 280 élus régionaux verts. Là, il faudra les diviser déjà par 3 et cette fois-ci, je peux vous le dire, le PS ne fera pas de cadeau à Cécile Duflot pour lui trouver ses signatures. Mais ça pourrait suffire à dissuader Cécile Duflot, parce qu'elle est déterminée quand même pour 2017. Bon, elle est déterminée, mais honnêtement, Axel, il s'agit d'abord d'une posture pour peser dans le paysage politique, parce que non seulement il y a la question des signatures, mais en plus aujourd'hui, il y a la question des finances aussi. Europe Écologie est totalement dans le rouge, et trouver une banque pour prêter de l'argent, ça ne va pas être très simple. Et j'ajoute à cela que les sondages sont mauvais. Celui de ce week-end, particulièrement mauvais pour les écolos. Particulièrement mauvais, qu'en plus l'UDE est en train de grignoter, le nouveau parti écolo est en train de grignoter. L'UDE, c'est Jean-Vincent Placé et François de Rugy. Des parts de marché dans l'électorat vert. Donc vous le voyez, Cécile Duflot, c'est pas gagné, elle a du souci à se faire. Et Alexandre Carra s'est fait une nouvelle copine ce matin. Allez, on innove ce matin avec une bonne nouvelle donc pour Laurent Cabrol, Anne Le Gall. Quelle est donc, ma chère Anne, cette bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle pour Laurent Cabrol, mais pour nous aussi, c'est que les données fournies pour les bulletins météo... Ce qui est bon pour Cabrol est bon pour le monde, c'est bien connu. Ces données des bulletins météo vont devenir de plus en plus précises dans les années qui viennent avec le lancement de nouvelles générations de satellites européens et américains en 2019, 2021 et 2023. Donc, il y a 20 ans, les prévisions météo étaient fiables à 70%. Aujourd'hui, elles le sont à 85%. Et dans les 10 ans qui viennent, on va encore gagner en précision. On est complètement... Enfin, moi, je suis inondé d'informations sur mes applis déjà, qui pour la plupart pas tout à fait fiable. Qu'est-ce qu'on va gagner en informations supplémentaires avec votre système? On va gagner en précision. L'anglais sur la météo, faites attention. On va gagner en précision puisque d'ici 4 ans, les images du ciel terrestre seront réactualisées toutes les 10 minutes. Donc c'est 3 fois plus fréquent qu'avec les premières générations de Météosat. Ça veut dire que les infos seront plus localisées. Ça veut dire aussi que des épisodes exceptionnels comme les pluies cévenoles ou des cyclones qui nous prennent de court toujours aujourd'hui deviendront prévisibles dans les années qui viennent. Et puis le nombre de fausses alertes va aussi chuter de moitié. Mais donc la météo à 2 jours sera plus précise, mais est-ce que la météo à 1 semaine le sera aussi? Parce que c'est souvent là que c'est un peu folklorique, pardon Laurent. Eh bien oui, parce que non seulement les satellites s'améliorent, mais les ordinateurs s'améliorent aussi. Et ce sont ces ordinateurs qui font tourner les modèles de prévision mathématiques. Et donc plus leur puissance de calcul augmente, plus les prévisions à long terme sont fiables. Et un exemple, les ordinateurs de Météo France qui ont aujourd'hui une puissance de calcul d'1 million de milliards d'opérations par seconde, eh bien cette puissance, rien qu'en 2016, elle va être multipliée par 3. Oui Laurent Ouais. Non, je disais simplement, ça répond à une maxime qui est vraiment universelle. En météo, plus on observe, mieux on prévoit. Et là, on va observer beaucoup plus et donc les prévisions seront plus affinées. Et il faut des experts pour interpréter ensuite. Les données ne suffisent pas. Nous on en a un, on le garde. Plus on observe et mieux on prévoit. C'est la morale du kiosque ce matin. À demain les amis, 7h15.